Il y a une dépense dont j'ai beaucoup parlé ces derniers temps et j'ai l'impression que ça commence un peu à ouvrir les yeux parce que je n'ai jamais entendu aucun contre-argument. Et donc, j'ai parlé de ces 15 milliards d'euros d'aide publique au développement. Voilà, chaque année, en France, on donne 15 milliards d'euros d'aide publique au développement. Quand on dit 15 milliards, les gens savent même pas combien ça fait de zéro, généralement, tellement c'est gros et tellement c'est aberrant. Si on rapporte à des choses qu'on connaît, il faut imaginer qu'un iPhone, dernier cri, ça coûte 1 500 €. Ouais. Si je vous dis, Gilles Verdez, combien d'iPhone avec 15 milliards d'euros? Voilà, c'est facile. Bon, allez, c'est 10 millions, c'est 10 millions. 10 millions d'iPhone. Okay. Chaque année, 10 millions d'iPhone gaspillés dans le monde entier. Moi, je vais vous dire, dans la vie, je suis très généreuse. Mais le problème, c'est que la générosité de l'État, elle se fait pas avec l'argent de l'État, elle se fait avec votre argent. À tous. L'argent de tous les gens qui nous regardent, qui triment toute la journée pour aller donner de l'argent à qui à la fin? Au Mozambique, au Sénégal, à l'Algérie. Et la chose la plus aberrante à mes yeux, à la Chine. On donne 130 millions d'euros à la Chine. C'est la deuxième puissance économique du monde. Ouais. On l'aide à se développer, on est fantastique. Parce que nous, on est Crésus. On a tellement d'argent, on roule sur l'or. Alors on le gaspille comme ça, on le donne au monde entier. Et ce qui est fou en réalité, c'est que dans le même temps, ici à Paris, on fait des appels aux dons pour financer des scanners à l'hôpital Georges Pompidou. C'est ça qui est fou. Je regarde par exemple, on va former le personnel soignant aux Comores. Et nous, on manque de personnel soignant qualifié. On va former des magistrats en Afrique. Et nous, on manque de magistrats. C'est pas aberrant? Est-ce qu'on n'est pas dans une situation où il faudrait d'abord être généreux chez nous, d'abord régler nos problèmes à nous, avant d'aller donner notre argent au monde entier? Madame Benedetta Scuderi m'a hier personnellement mise en cause et insultée pour avoir dénoncé la présence de l'association Femiso à l'événement Aïe. J'assume totalement m'être opposé à la présence au sein du Parlement européen de cette organisation liée aux islamistes de la confrérie des frères musulmans. Le Femiso est une structure créée avec le soutien de l'Union des organisations islamiques en Europe, bras historique des frères musulmans sur le continent. De nombreux chercheurs spécialisés, tout comme le récent rapport du ministère français de l'Intérieur publié en mai 2025 le confirment, le Femiso est un acteur central de la galaxie frériste qui encadre, forme et endoctrine des jeunes musulmans en Europe. Le Femiso a organisé des événements avec Tariq Ramadan, petit-fils du fondateur de la confrérie, des partenariats avec le mouvement islamiste Miligorus ou avec l'Association des jeunes musulmans de France, autre structure des frères musulmans. Elle a aussi apporté son soutien public au collectif contre l'islamophobie en France, interdit en France, puis réfugié à Bruxelles. C'est encore le Femiso qui fut à l'initiative d'une campagne de communication pro-hijab financée par l'Union européenne. Alors pourquoi Madame Scuderi m'attaque? Parce qu'elle est une alliée du Femiso. Le 30 septembre, elle a participé à un de leurs événements. Madame Scuderi ne défend pas les valeurs de ce Parlement, elle défend ses propres compromissions. Elle m'accuse de mettre en danger des personnes. Mais le seul danger pour nos jeunes, c'est celui de l'islamisme qui soumet les femmes. Colleghi, per favore, onorevole, si limiti alla dichiarazione per favore. Chers collègues. Par le djihad. La vraie menace, ce ne sont pas les mots, ce ne sont pas les rapports ou les banderoles. La vraie menace, c'est le silence face à l'islamisme. Chers amis, notre militante Yona a un procès ce vendredi matin à Besançon. Son tort, une pancarte. Non, je ne plaisante pas. Vous vous en souvenez, il y a plus d'1 an, elle a déployé lors du festival de Besançon une pancarte avec écrit « Violeurs étrangers dehors ». Sous-entendu, les hommes étrangers qui ont violé doivent être expulsés. Ce à quoi la maire de Besançon avait répondu que c'était totalement raciste, que cela n'avait rien à faire dans cette ville. Yona avait même subi, tenez-vous bien, une perquisition au domicile parental pour une banderole. Suite aux déclarations de la maire de Besançon, Yona a donc décidé, lors des vœux de la maire de cette année, de venir avec une pancarte « Violeurs étrangers bienvenus », puisque visiblement pour Anne Vigneault, on n'a pas besoin d'expulser des violeurs s'ils sont étrangers. Eh bien, figurez-vous que la maire a porté plainte et que ce vendredi matin, Yona va être auditionnée au tribunal. Je serai présente pour la soutenir. Anaïs et Astrid seront présentes également aux côtés de Yona. Plusieurs de nos sympathisants et de nos militantes seront là. Mais nous comptons sur vous. Vous qui habitez le coin, n'hésitez pas à venir car il n'est pas normal qu'aujourd'hui une jeune fille de 20 ans soit traitée de la même manière que des émeutiers qui ont frappé des policiers et des femmes à Paris il y a encore ce week-end. À votre avis, est-ce qu'elle prendra plus ou moins que ces émeutiers? On peut aujourd'hui se poser la question quand on voit la situation de la justice de notre pays. Madame Vigneault, on a le droit de demander l'expulsion des violeurs étrangers, que cela vous plaise ou non. Soutenez Yona, soutenez-nous et surtout, soyez présents. Sarah Knafo, donc, était invitée sur France Info dimanche. Écoutez comment elle a été interrogée par les journalistes. Écoutez.
Est-ce que Bruno Retailleau, selon vous, tout à fait. Non, c'est pas ma question. Je vais essayer de la boucler jusqu'au bout. Est-ce qu'il est islamophobe, selon vous? Et je vais même aller plus loin. Est-ce qu'il est raciste, en fait, dans la mesure... Non, mais on va pas s'affoler. On va dire les mots. Le mot racisme est un mot qui existe dans la langue française, je crois. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, qui se rend immédiatement à Nantes, sans savoir ce qui s'est encore passé, ne donne pas un positionnement, alors que là, il a du mal à aller dans le Gard, il met 3 jours à s'y rendre. Donc, est-ce que Bruno Retailleau est islamophobe, selon vous? Alors, je vais vous retourner la question, si je puis me permettre, et ça y répond. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est donc islamophobe lorsqu'il propose, francophobe, lorsqu'il propose 1 minute de silence pour Aboubacar, mais pas pour Lola? Si pour vous, sélectionner les morts selon leur origine, c'est donc être raciste, alors je vous rappelle que nous avons sur notre sol un parti, la France Insoumise, qui propose d'honorer les mémoires quand il s'agit de personnes qui sont nées à l'étranger et qui sont de confession musulmane, mais qui accusent tous les autres de tous les maux et de récupération, ce fameux mot qu'on a beaucoup entendu chez vous, mais étonnamment pas cette semaine, de récupération quand il s'agit d'enfants français morts sous les coups de gens qui n'auraient rien à faire chez nous. Alors, on va s'intéresser à la question de la journaliste. Est-ce que aujourd'hui, on a l'impression qu'ils veulent tous faire du buzz? Moi, c'est ça qui me dérange un peu. C'est que vraiment, il y a une culture du buzz dans le journalisme actuellement, et même sur des chaînes sur lesquelles on n'était pas là-dessus. Mais cette journaliste, à mon avis, elle veut juste faire un petit peu parler d'elle aussi. Eric Revel. Moi, je vais vous dire, la réponse de Sarah Knafo est très intelligente. Je vais dire pourquoi. Parce que en creux, elle dit à la journaliste, en fait, vous êtes en train d'utiliser les mêmes arguments que la France Insoumise, qui taxe Retailleau de raciste et d'islamophobe. Donc, en fait, elle lui retourne la question, puis elle aurait pu aller plus loin. J'ai vérifié un truc, Cyril. C'est que cette même journaliste de France Inter, elle avait interviewé Mélenchon, et elle avait laissé Mélenchon dire, mais les actes de terrorisme sont des complots. Mohamed Merah, c'est pratiquement un complot, sans l'interrompre. Donc en fait, ce que dit Sarah Knafo, qui à mon avis est juste, mais là je prends mon risque, c'est qu'en fait, France Inter, les radios de service public reprennent souvent les arguments de la France Insoumise. Parce que souvent, vous avez des journalistes, et j'ai travaillé un peu à Radio France, qui sont très ancrés idéologiquement. Vous voyez. Donc je trouve que la question, ce que dit Eric Revel, là, quand même. Non, mais je trouve que la question, elle est idéologiquement totalement biaisée de la part de cette journaliste, évidemment, mais qu'elle reprend les arguments de la France Insoumise. Voilà. Et ça, c'est quand même. Vous étiez l'ancien patron de France Bleu. Voilà, exactement. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Eric. C'est pas vraiment une question qu'elle pose, c'est plutôt une accusation. On le sent ne serait-ce que dans le ton. C'est pas une question neutre comme une autre. Est-ce que Bruno Retailleau est islamophobe et raciste? Le simple fait de poser la question comme ça, c'est une accusation envers le ministre de l'Intérieur. Et je trouve que ce n'est pas la première fois qu'effectivement les éléments de langage de la France Insoumise se retrouvent dans une interview. Quand on fait une interview entière, c'était sur une chaîne info pour dire à Bruno Retailleau, vous ne traitez pas, en gros le sous-entendre, les musulmans comme vous traitez les juifs et les chrétiens, puisque vous ne vous êtes pas rendus assez vite. D'ailleurs c'était 48 heures, pas 3 jours. Elle dit 3 jours, c'est 48 heures qu'il a mis pour aller dans le Gard. Il a ensuite proposé à la famille de le rencontrer. Ça s'est pas fait aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi. Et l'avocat qui dit à la famille d'Aboubacar Cissé qu'il faut pas aller voir le ministre de l'Intérieur. Donc évidemment que cette question ne surprend pas et évidemment qu'il y a un biais de gauche sur France Inter. Là, dans votre livre, vous dites il n'y a pas d'un côté les méchants et d'un côté les gentils. Il faut pas finalement être dans un antiracisme moralisateur. C'est un système. Mais il y a un peu les méchants et les gentils. Je suis désolée dans votre livre parce que vous dites d'un côté il y a les occidentaux qui sont méchants, qui ont une histoire d'esclavagisme, de colonisation, et de l'autre, il y a les peuples dominés qui ont toujours été les victimes de l'histoire. Mais vous ne parlez pas, par exemple, de la traite arabo-musulmane, qui, on le sait, a aussi fait beaucoup de victimes dans l'histoire. Pourquoi il n'y aurait que l'Occident qui se repentirait de ses fautes? Première chose. Et deuxième chose, quand on lit le titre de votre livre, Kiffe ta race, on a l'impression que tout le monde est invité à kiffer sa race, sauf les Blancs. Les Blancs, eux, ne peuvent pas kiffer leur race, puisque leur race est identifiée à une identité de pénitence exclusive. Et vous parlez du racisme anti-blanc dans une seule page à la fin pour dire qu'il n'existe pas, puisque je vous cite, les personnes blanches n'ont jamais fait l'objet de théories qui les minoraient en tant que blanches, tout en donnant lieu à des traductions institutionnelles et étatiques. C'était vrai dans le passé, mais c'est plus vrai aujourd'hui, parce qu'il y a des théories qui minorent les personnes blanches. C'est justement la théorie de la race, c'est justement la théorie de la blanchité et du racialisme, qui par exemple fait que certaines institutions, emploient la discrimination positive. Oui, je pense que s'il y a un racisme qui est, s'il y a un racisme qui est systémique aujourd'hui, c'est le racisme anti-blanc. Et je vais y aller et en Grande-Bretagne, par exemple, vous avez un orchestre qui s'est séparé de 14 musiciens blancs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient blancs. C'est pas du racisme, ça, Rokhaya Diallo?
Alors, c'est à moi que vous posez la question. Alors, on a traite arabo-musulmane. C'est pas du racisme, c'est séparé de musiciens parce qu'ils sont blancs. Au nom justement de cette vision antiraciste. Très très intéressante, c'est que vous avez dit les occidentaux sont responsables et les non-occidentaux ne le sont pas. Il ne vous a pas échappé que Grace et moi sommes aussi occidentales que vous, puisque non, mais dans l'histoire. Dans l'histoire, ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant ce que vous dites en fait, parce que nous, on se place pas en dehors de la France, on parle depuis la France d'une histoire où effectivement nos ancêtres ont été placés d'un point de vue de la question de la domination. Mais quand vous me dites aujourd'hui que le racisme anti-blanc est systémique, le racisme systémique, c'est une histoire d'oppression, c'est une histoire de génocide, c'est une histoire de colonisation. Il n'y a aucun pays qui soit doté aujourd'hui de dispositions qui discriminent de manière structurelle les blancs. Et je ne pense pas, Eugénie Bastier, que dans votre vie, votre couleur de peau vous ait empêché d'accéder à quoi que ce soit, exposé à des contrôles aux faciès, vous posez des questions quand vous cherchiez un logement ou quand vous vouliez tout simplement entrer dans une boîte de nuit. Je ne pense pas que quotidiennement vous posiez la question de l'incidence de votre couleur de peau sur votre destinée. Non, mais sur les campus américains, maintenant, ça y est, la discrimination positive, elle a raison, ça existe. Parmi nous est allé sur un campus américain. Vous? Oui, voilà. Peut-être c'est intéressant qu'une personne qui est concernée pose la question. La réalité des campus américains, c'est qu'elle est quand même en majorité, ils sont quand même en majorité dirigés par des personnes blanches. C'est ce qui est la réalité. Et il y a pas personnes blanches qui embrassent les théories que vous c'est absolument faux. Enfin, moi, je vous invite vraiment à vous rendre sur les lieux que vous dénoncez au lieu de fantasmer sur des choses que vous lisez. On dit que la France n'est pas les États-Unis, que la France n'est pas un pays raciste, contrairement aux États-Unis. Vous dites tout ça, c'est pas vrai. Mais je suis désolée, c'est vrai. Et c'est pas moi qui le dis. Par exemple, c'est quelqu'un comme Joséphine Baker qu'on a mis au Panthéon récemment. Pardon? En 1925, pendant la colonisation, elle disait. Oui, oui. Eh ben, elle le disait. Mais vous confisquez sa parole en disant. Mais vous confisquez sa parole. Vous accusez les blancs de confisquer la parole des racisés, mais vous confisquez la parole des racisés qui sont pas d'accord avec vous. Par exemple, des gens comme Rachel Kahn ou plein de gens qui sont aussi de couleur et qui disent des choses différentes et qui disent que la France et son universalisme et sa République effectivement immunisent en partie. Je dis pas que le racisme n'existe pas en France, mais en tout cas que la situation est moins pire qu'elle n'a pu l'être aux États-Unis. Rappelons que les mariages interraciaux étaient interdits aux États-Unis jusqu'en 1967. À l'époque, on avait qui en président du Sénat? On avait Gaston Monnerville. C'était quand même pas le même modèle. Vous ne pouvez pas dire ça. Et quand vous écrivez dans le Washington Post que finalement l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon n'est qu'un masque, une diversion finalement qui vise à masquer le racisme systémique de la France, on ne sait plus quoi faire en fait pour vous faire plaisir, OK Diallo, parce que quand on met pas de personnes noires au Panthéon, vous râlez. Quand on en met, vous râlez aussi. Ce que vous voulez finalement, c'est déboulonner les statues. C'est jamais assez pour vous, on a sentiment. Et vous êtes toujours dans ce procès systématique de la France sans voir qu'elle est quand même. Oui, pardon, vous êtes. Excusez-moi, mais sans voir qu'elle est quand même, par rapport notamment aux États-Unis, effectivement, un modèle moins raciste.